Bonjour à toutes et à tous. En tant qu'analyste géopolitique scrutant les soubresauts du Moyen-Orient et de Washington depuis 3 décennies, j'ai rarement observé un contraste aussi saisissant entre la rhétorique politique et la réalité du champ de bataille. Nous sommes à la mi-mars 2026. L'opération militaire conjointe américano-israélienne contre l'Iran, baptisée Epic Fury, entre dans sa 2e semaine. Pourtant, depuis son club de golf en Floride et lors d'interviews accordées à la presse, le président des États-Unis, Donald Trump, multiplie les déclarations surprenantes. Il affirme qu'il ne reste pratiquement plus rien à cibler en Iran. Il clame haut et fort « La guerre se passe très bien. Nous sommes très en avance sur le calendrier. » Plus troublant encore, il déclare que le conflit se terminera bientôt et qu'il peut y mettre fin à tout moment. Pourquoi le commandant en chef de la première puissance mondiale choisit-il ce moment précis pour déclarer, de manière unilatérale, la fin imminente d'une guerre qui embrase toute la région? S'agit-il d'une victoire stratégique fulgurante ou d'une manœuvre politique dictée par l'urgence? Pour comprendre cette précipitation, il faut soulever le capot de la machine de guerre américaine. L'explication ne se trouve pas uniquement dans les ruines des bases de missiles iraniens, mais à la croisée des marchés pétroliers mondiaux, des sondages électoraux américains, de la psychologie politique de Trump et d'une fracture béante avec son allié israélien. Officiellement, le narratif de la Maison-Blanche est celui d'un triomphe militaire sans appel. Le commandant du commandement central américain, l'amiral Brad Cooper, a confirmé que les forces américaines ont frappé plus de 5500 cibles à l'intérieur de l'Iran en l'espace de quelques jours, incluant la destruction de plus de 60 navires et d'une grande usine de fabrication de missiles balistiques. Selon Trump, la marine iranienne est au fond de l'océan, son armée de l'air est anéantie et ses capacités de communication sont détruites. Cependant, une analyse pragmatique et rhétorique du discours de Donald Trump révèle une mécanique bien huilée. Trump utilise systématiquement le langage hyperbole et des présuppositions pour encadrer les problèmes politiques, complexes comme des vérités évidentes. En déclarant « Nous avons gagné devant ses partisans au Kentucky », il déploie un récit populiste binaire. L'utilisation de phrases comme le meilleur équipement du monde ou la menace qu'il fera pleuvoir la mort, le feu et la fureur relèvent d'une stratégie rhétorique visant à projeter une force absolue, masquant ainsi une réalité beaucoup plus nuancée. Car sur le terrain, le régime de Téhéran n'est pas tombé. Les rapports des services de renseignement américains soulignent, en privé, qu'une multitude d'évaluations montrent que le gouvernement iranien n'est pas en danger d'effondrement imminent et conserve le contrôle de sa population. Les gardiens de la révolution islamique maintiennent leur emprise. Le guide suprême Ali Khamenei a été tué dès les premières 9 frappes, mais le système a immédiatement désigné son fils, Mojtaba Khamenei, pour lui succéder. Bien que blessé, ce dernier a été déclaré sain et sauf, signalant la résilience et la continuité de la théocratie. La véritable ligne de front qui effraie la Maison-Blanche ne se situe pas dans le désert iranien, mais sur les marchés financiers. La guerre asymétrique de l'Iran est en train de réussir là où ses missiles balistiques ont échoué, étrangler l'économie mondiale. L'Iran a activé son levier le plus redoutable, le détroit d'Ormuz. Environ 1/5 du pétrole mondial et du gaz naturel liquéfié transitent par ce goulot d'étranglement qui a été effectivement fermé au trafic commercial. Les gardiens de la révolution ont prévenu que les navires devaient obtenir l'autorisation de l'Iran pour passer, et ils ont mis leurs menaces à exécution. Au moins 14 navires marchands ont été frappés par des projectiles depuis le début du conflit. Un vraquier thaïlandais, le Mayure Nare, a été incendié, faisant des disparus dans la salle des machines. Des navires libériens, japonais et des îles Marshall ont subi des dommages. Pire encore, les renseignements américains ont confirmé que l'Iran a commencé à poser des mines navales dans le détroit. Les conséquences ont été immédiates. Le prix du baril de pétrole a brièvement franchi la barre vertigineuse des $120, semant la panique sur les bourses mondiales. Ebrahim Zolfagari, porte-parole militaire iranien, a nargué les États-Unis en leur disant d'attendre un pétrole à $200 le baril. Aux États-Unis, le prix moyen de l'essence à la pompe a bondi de 20% en quelques jours, atteignant $3,48 le gallon, voire $4,72 dans l'État de Washington. Face à ce choc systémique, la réponse économique a dû passer en mode urgence de guerre. L'Agence internationale de l'énergie a recommandé la libération de 400 millions de barils de pétrole, des réserves stratégiques mondiales, un record historique,
dont 172 millions provenant des seules réserves américaines. C'est ici que l'on comprend les appels téléphoniques frénétiques de Donald Trump aux journalistes en pleine tourmente boursière. Lorsqu'il déclare à CBS ou Axios que la guerre est complète et que l'Iran n'a plus de marine, ce n'est pas un simple bilan militaire. C'est une intervention verbale directe destinée à calmer les investisseurs et à faire chuter les cours du brut. Le président, un homme obsédé par la santé des marchés, réalise que les dommages secondaires de cette guerre se propagent plus vite que sa capacité à définir ce qu'est une victoire. D'ailleurs, la guerre elle-même coûte une fortune. 11,3 milliards de dollars pour les 6 premiers jours seulement, obligeant l'administration à envisager de demander des dizaines de milliards supplémentaires au Congrès. Pour Donald Trump, cette guerre tombe au pire moment politique. Nous sommes en année électorale, à quelques mois d'élections de mi-mandat cruciales qui détermineront le contrôle du Congrès. Le président a bâti sa doctrine America First sur le rejet des interventions étrangères ruineuses et des guerres sans fin. Son électorat, la base MAGA, montre des signes de rébellion. Des voix influentes comme celle du podcasteur Joe Rogan soulèvent de sérieuses questions sur l'utilité de cette guerre pour le citoyen américain moyen. L'impact de l'inflation est dévastateur. L'abordabilité et le coût de la vie sont les préoccupations numéro 1 des Américains. Des électeurs indépendants et conservateurs expriment publiquement leur mécontentement face à l'envolée des prix de l'énergie et la peur d'une récession imminente. Le journaliste politique Jeff Zeleny rapporte que dans les États agricoles, les sénateurs républicains s'inquiètent de la flambée du coût des engrais due à cette guerre, menaçant les récoltes de printemps. Il y a une pression interne écrasante pour que Trump trouve une porte de sortie. Le sénateur républicain Josh Hawley a d'ailleurs résumé tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Il a exhorté le président à remercier les héros pour ce travail historique, à déclarer victoire et à rentrer à la maison. En affirmant qu'il peut mettre fin à la guerre quand il le souhaite, Trump tente de minimiser les dégâts politiques. Il cherche à transformer une impasse géopolitique en un succès décisif à vendre à ses électeurs, évitant ainsi le piège d'un bourbier similaire à celui de l'Irak ou de l'Afghanistan. Si Trump cherche la porte de sortie, son partenaire dans cette guerre, Israël, appuie fermement sur l'accélérateur. L'analyste Youssef Munayyer souligne que c'est la toute première guerre israélo-américaine menée conjointement, mais les divergences fondamentales sur les objectifs finaux apparaissent au grand jour. Le président Trump désirait une victoire rapide, performative et à faible coût. Son plan initial était de décapiter le régime et de mettre en place de nouveaux leaders iraniens favorables à l'Occident. Or, comme l'a avoué Trump lui-même, la plupart des dirigeants de remplacement que Washington avait en tête ont été tués lors des premières frappes israéliennes. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en revanche, a un agenda radicalement différent. Son rêve de plusieurs décennies est de renverser complètement le régime iranien. Et il espère profiter du parapluie militaire américain pour accomplir cette tâche colossale. Contrairement à Trump qui annonce la fin des hostilités, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a affirmé au chef militaire que la campagne se poursuivrait sans aucune limite de temps, aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que nous accomplissions tous les objectifs. Ces visions diamétralement opposées créent de graves frictions. Washington a dû demander publiquement à Israël de ne pas frapper les installations pétrolières iraniennes, craignant les représailles de Téhéran sur les infrastructures énergétiques du Golfe. De plus, les frappes israéliennes antérieures sur des dépôts de pétrole à Téhéran ont provoqué des scènes apocalyptiques et empoisonné l'environnement de la ville, suscitant le mécontentement de l'administration américaine. Même le sénateur Lindsey Graham a conseillé à Israël d'éviter ces cibles énergétiques. Trump réalise que Netanyahou tente de l'entraîner dans une guerre de changement de régime, longue et coûteuse, précisément ce qu'il a promis d'éviter. Le désaccord s'étale sur la place publique lorsque Trump qualifie son intervention de simple excursion à court terme, tandis que le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, laisse échapper que la phase des bombes à gravité de 2000 livres vient à peine de commencer. La déclaration de fin imminente prononcée par Trump est donc aussi un message adressé à Netanyahou. L'Amérique se prépare à débrancher la prise. Enfin, le calcul de Trump prend en compte l'effritement rapide du soutien régional et international. Les États du Golfe, piliers de la stratégie américaine dans la région, sont furieux. Loin de se contenter de regarder le conflit, ils en perdent le prix.
L'Iran a étendu ses attaques, ciblant des aéroports, des hôtels et des installations pétrolières dans le Golfe. L'Arabie saoudite a intercepté des drones au-dessus de sa région pétrolifère et le Koweït a dû abattre de multiples engins. Ebtessam Al-Ketbi, présidente de l'Emirates Policy Center, a déclaré crûment « Ce n'est pas notre guerre. Nous ne voulions pas de ce conflit. Pourtant, nous en payons le prix dans notre sécurité et notre économie. » L'architecture de sécurité américaine dans le Golfe est remise en question. Si Washington peut déclencher une guerre sans protéger ses partenaires des retombées, la confiance des élites du Golfe envers les États-Unis sera durablement rompue. De plus, l'Iran menace désormais de considérer tous les ports et docks de la région comme des cibles légitimes si ses propres infrastructures sont attaquées, accusant l'armée américaine de se cacher dans les ports civils. Au-delà de l'économie, c'est l'image mondiale des États-Unis et d'Israël qui se dégrade. Les destructions s'étendent au patrimoine culturel de l'humanité. L'UNESCO a averti que l'escalade des hostilités endommageait des sites historiques majeurs en Iran. Le palais du Golestan à Téhéran, surnommé le Versailles iranien et reflétant la grandeur de la dynastie Kadjar au XIXe siècle, a subi des dégâts considérables par éclats de verre et débris. De même, la mosquée Jameh à Ispahan, vieille de plus de 1000 ans, est menacée. Sur le plan de l'isolement sportif et diplomatique, le ministre des Sports iranien, Ahmad Doniamali, a annoncé le retrait de l'Iran de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, organisée conjointement par les États-Unis. À cela s'ajoute l'implication des institutions américaines, comme le ministère de la Justice, qui enquête sur l'utilisation par l'Iran de la plateforme de crypto-monnaie Binance pour financer les groupes rebelles tels que les Houthis, démontrant l'étendue tentaculaire de la guerre financière en cours. En tant qu'analyste, la lecture est claire. Lorsque Donald Trump déclare qu'il ne reste pratiquement rien à cibler, ce n'est pas une simple évaluation de la topographie militaire iranienne. C'est l'aveu d'une limite stratégique atteinte. Le président américain a compris que les objectifs ambitieux initiaux, comme l'effondrement pur et simple du régime des ayatollahs, sont inatteignables sans une intervention terrestre impensable. La guerre d'usure asymétrique imposée par Téhéran, minant le détroit d'Ormuz et ciblant les artères vitales du commerce maritime mondial, génère un coût économique et politique insupportable pour l'administration américaine. Avec le spectre d'un baril à $200 et des élections de mi-mandat approchant à grands pas, la survie politique de l'administration républicaine est en jeu. Déclarer la victoire unilatéralement, même en contradiction avec son allié israélien et avec les réalités du régime iranien toujours debout, est la manœuvre de sortie de secours ultime de Trump. C'est une pirouette rhétorique. Trump parie sur le fait que la destruction physique des capacités militaires iraniennes suffit à justifier le mot succès, ignorant délibérément que la survie même du régime de Téhéran constitue, pour eux, la vraie victoire. La fin de cette guerre, si elle survient bientôt, ne résoudra pas l'équation du Moyen-Orient. Elle figera une région exsangue, des alliés méfiants et un Iran certes mutilé, mais politiquement endurci et en quête de vengeance à long terme. C'était mon analyse sur la crise irano-américaine. Merci de votre écoute.